Imaginez un instant, en contemplant l'immensité étoilée, vous êtes-vous déjà demandé quels mystères insondables elle recèle? Chacun de ces lointains points lumineux, chaque étoile, tel un rayon de lumière perçant l'épaisseur du temps, nous conte des événements qui se sont déroulés sur des milliards d'années. Essayez de vous représenter comment, dans le silence absolu de l'espace cosmique, naissent des géants célestes, illuminant de leur éclat des galaxies entières, et comment leur extinction devient le point de départ d'une nouvelle vie, d'un nouveau cycle cosmique. Que se passe-t-il réellement avec ces étoiles pendant des millions et des millions d'années, tandis que nous, ici sur Terre, ne faisons qu'admirer leur scintillement? Les étoiles sont, en réalité, la clé d'une compréhension profonde de la structure de l'univers tout entier, de ses lois et de ses énigmes. C'est précisément dans les entrailles stellaires, au cours de réactions thermonucléaires complexes, que sont créés presque tous les éléments chimiques qui composent les planètes, et bien sûr, nous-mêmes. Le cycle de vie de chaque étoile n'est pas une simple succession d'étapes, mais une aventure cosmique véritablement captivante, empreinte d'événements dramatiques, de grandeur et d'une beauté envoûtante. Chaque étoile, à l'instar d'un être vivant, suit son propre chemin, unique, qui obéit néanmoins à certaines lois. Essayons de comprendre comment les étoiles naissent précisément, quelles sont les principales étapes de leur vie, y compris les périodes de jeunesse et de maturité, et comment elles achèvent leur parcours, laissant derrière elles des objets cosmiques d'une nature incroyable. Nous découvrirons comment les étoiles façonnent la composition chimique de l'univers et quelle importance capitale leur existence revêt pour nous, habitants de la planète Terre. Imaginez-vous au plus profond de l'espace, à une distance immense de la Terre. En ce lieu, il n'y a aucun son, l'obscurité est presque absolue, mais c'est précisément ici, dans ce silence retentissant, que résident d'étonnantes formations, connues sous le nom de nébuleuses. Ces nuages géants, composés de gaz et de poussière cosmique, peuvent à juste titre être considérés comme des berceaux où naissent de nouvelles étoiles. C'est dans de telles nébuleuses que prend naissance la vie d'un nombre considérable d'étoiles et de systèmes stellaires entiers. Prenons par exemple l'une des nébuleuses les plus connues et les plus étudiées, la célèbre nébuleuse de l'Aigle. Elle se situe à environ 6500 années-lumière de nous. Cette distance paraît tout simplement incroyable, mais malgré cela, la nébuleuse de l'Aigle est clairement visible sur les clichés pris à l'aide de puissants télescopes. Sur ces images, elle se présente à nous sous la forme d'ailes d'aigle géantes, déployées, comme prêtes à s'envoler dans les vastes étendues de l'espace. Les dimensions de la nébuleuse de l'Aigle sont réellement impressionnantes, environ 30 années-lumière de diamètre. Si nous pouvions la voir à l'œil nu, elle occuperait une part importante de la voûte céleste. Au cœur même de la nébuleuse de l'Aigle, le processus de formation stellaire est en perpétuelle ébullition. C'est précisément dans ce nuage géant de gaz et de poussière que naît une quantité considérable de nouvelles étoiles. La nébuleuse de l'Aigle est vivement éclairée par de jeunes étoiles chaudes, dont bon nombre surpassent notre Soleil en masse et en température. Ces jeunes étoiles créent dans les nuages de gaz et de poussière qui les entourent une magnifique lueur qui irise de toutes les teintes de l'arc-en-ciel, des rouges profonds aux délicats violets. Cette lueur est due au fait que les étoiles émettent un puissant rayonnement ultraviolet qui fait briller les atomes d'hydrogène dans la nébuleuse. Une autre nébuleuse qui attire invariablement l'attention des astronomes et des passionnés de l'espace est, bien entendu, la nébuleuse d'Orion. Elle est située bien plus près de nous, à seulement 1500 années-lumière de la Terre. En son centre se déroulent également des processus actifs de formation d'étoiles, et dans des conditions favorables, elle peut même être observée à l'œil nu. La nébuleuse d'Orion est l'un des endroits les plus brillants et les plus visibles de la voûte céleste nocturne. À l'intérieur de la nébuleuse d'Orion se trouve une quantité énorme d'étoiles jeunes et chaudes,
parmi lesquelles se distingue particulièrement l'étoile Theta Orionis, qui est l'une des étoiles les plus brillantes et les plus massives connues de la science. Dans la nébuleuse d'Orion, on peut observer non seulement des teintes rouges, mais aussi bleues, voire vertes. Ces couleurs variées sont dues à la présence dans la nébuleuse de différents éléments chimiques, tels que l'oxygène et l'azote. Ce phénomène étonnant s'explique par le fait que différents éléments chimiques émettent de la lumière à différentes longueurs d'onde lorsqu'ils sont excités sous l'effet d'une énergie élevée. Ainsi, lorsque nous regardons la nébuleuse d'Orion, nous voyons un tableau complexe composé d'une multitude de taches de lumière colorées qui donne l'impression d'une fresque cosmique éclatante. Mais la nébuleuse la plus grande et la plus brillante de notre environnement cosmique proche est la nébuleuse de la Tarentule, qui se situe dans la galaxie du Grand Nuage de Magellan, à 160 000 années-lumière de nous. Cet endroit peut à juste titre être qualifié de véritable laboratoire cosmique. C'est ici que naissent des étoiles qui dépassent notre Soleil en masse et en luminosité par des milliers de fois. La nébuleuse de la Tarentule doit son nom à son apparence, qui rappelle une araignée géante aux pattes déployées. Ces pattes de la nébuleuse sont des filaments géants de gaz et de poussière qui s'étendent sur 1500 années-lumière. À l'intérieur de cette nébuleuse majestueuse se trouve une quantité énorme d'étoiles jeunes et incroyablement massives. Bon nombre de ces étoiles sont si chaudes qu'elles émettent une quantité d'énergie tout simplement inimaginable, chauffant le gaz qui les entoure à des températures de millions de degrés Celsius et créant ainsi une lueur vive et époustouflante. Les couleurs que l'on peut observer dans la nébuleuse de la Tarentule sont encore plus saturées et vives que dans d'autres nébuleuses, avec une prédominance de teintes bleues et violettes intenses. Ces couleurs vives sont dues à l'ionisation de l'oxygène et d'autres éléments chimiques contenus dans le gaz, qui réagissent à l'action puissante du rayonnement ultraviolet émis par les étoiles. La nébuleuse de la Tarentule, en réalité, n'est pas simplement une merveille visuelle que l'on peut admirer à l'infini. C'est en fait un lieu où des étoiles et de futurs systèmes planétaires peuvent naître et se développer activement. Sur son territoire se trouve une quantité énorme d'étoiles qui se comptent par milliers, et certaines de ces étoiles sont si massives qu'elles sont destinées à ne vivre que quelques millions d'années, ce qui, à l'échelle cosmique, est une période incroyablement courte. Ces étoiles émettent une quantité d'énergie si colossale qu'elles se transformeront très probablement en supernovas. Des explosions grandioses qui, d'une part, détruisent les étoiles, mais, d'autre part, créent de nouveaux éléments chimiques qui pourront ensuite servir de base à la formation de futures planètes et peut-être même de la vie. Ainsi, chacune de ces nébuleuses n'est pas un simple nuage flottant dans l'espace cosmique. Ce sont des particules vivantes de l'univers, en constante évolution, dans lesquelles naissent de nouvelles étoiles, et à chaque nouvelle naissance se crée l'avenir de notre galaxie. Ces nébuleuses sont de véritables usines cosmiques de production de lumière et d'énergie qui existeront encore pendant des milliards d'années. Et bien que toutes ces nébuleuses se trouvent à des distances énormes de nous, à des centaines et des milliers d'années-lumière, nous avons tout de même la possibilité de les voir et de les étudier attentivement, afin d'essayer de comprendre comment notre univers est structuré et comment il évoluera dans un avenir lointain. Lorsque nous contemplons les nébuleuses cosmiques, elles peuvent nous sembler calmes et majestueuses, tels d'immenses nuages voguant lentement dans les vastes étendues de l'espace. Cependant, ces nuages ne sont pas seulement beaux, ils recèlent des processus complexes qui conduisent à la formation de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. L'une des étapes les plus importantes de ce processus porte le nom d'effondrement gravitationnel. C'est le moment précis où les nuages de gaz et de poussière commencent à se comprimer sous l'effet de leur propre gravitation, transformant progressivement le chaos en ordre et, en fin de compte, créant de nouvelles étoiles. Au tout début de leur existence, les nébuleuses se présentent comme d'immenses nuages, presque illimités,
composées de gaz, dans lesquels les atomes d'hydrogène et les molécules de poussière se déplacent librement dans le vide, se heurtant les uns aux autres et modifiant constamment leur position et leur vitesse. Ces molécules se déplacent de manière totalement chaotique, mais tout ce temps, elles obéissent à une force invisible qui imprègne tout l'univers, la gravitation. La gravitation, en fait, est une force qui agit entre tous les objets dotés d'une masse. Elle est le fondement de toute la création. Si deux objets ont une masse, une attraction mutuelle se crée inévitablement entre eux. Même s'il s'agit d'objets relativement petits, par exemple des atomes d'hydrogène, leur attraction mutuelle sera, bien que faible, tout de même existante. Dans les conditions du vide de l'espace cosmique, où pratiquement aucune autre force n'agit, la gravitation joue un rôle essentiel. Et lorsque, sur une certaine portion de la nébuleuse, la densité du gaz ou de la poussière devient légèrement plus élevée, la gravitation commence à agir avec une plus grande force. Imaginez-vous en train de voler à travers un immense nuage de gaz. Toutes ces particules se déplacent indépendamment les unes des autres, mais un jour, en un point quelconque de ce nuage, se produit une légère compression, par exemple en raison de la collision de plusieurs molécules ou sous l'effet d'un facteur externe, tel qu'une explosion de supernova, et les particules de gaz commencent à se comprimer en ce lieu. La gravitation à cet endroit commence à s'intensifier, et les particules commencent à s'attirer les unes les autres, formant progressivement des zones plus denses. On peut comparer cela au fait de jeter un petit caillou dans l'eau, et les vagues qui se sont propagées à partir du point de chute du caillou s'intensifient avec le temps. Dans ce cas, au fur et à mesure que les particules commencent à se rassembler, l'attraction gravitationnelle entre elles devient de plus en plus forte à chaque étape, et elles commencent à accélérer en direction du centre. C'est le début de l'effondrement gravitationnel. Au premier stade, ce processus se déroule très lentement. Le gaz ne se comprime pas brutalement, mais progressivement, et en l'espace de millions d'années, il commence à prendre la forme d'une sorte de tissu ou de nuage dense qui se comprime progressivement en direction du centre. Au cœur même de ce nuage en contraction, la pression et la température ne cessent d'augmenter. Les particules de gaz et de poussière se heurtent continuellement les unes aux autres, échangeant de l'énergie, et la contraction persistante accélère encore davantage l'élévation de la température. Par conséquent, la quantité de gaz augmente de plus en plus, sa densité s'accroît considérablement, et la pression à l'intérieur du nuage atteint des valeurs colossales. Imaginez que vous essayez de comprimer un ballon de baudruche ordinaire. Lorsque vous le pressez, l'air à l'intérieur du ballon se comprime, la température augmente et le ballon lui-même commence à chauffer. Dans le cas d'une protoétoile, un phénomène similaire se produit. Plus les particules de gaz et de poussière sont comprimées, plus l'énergie libérée sous forme de chaleur est importante. Au centre même du nuage en contraction, la température peut atteindre plusieurs millions de degrés Celsius. Ce processus conduit à la formation d'une région centrale chaude qui se transforme avec le temps en une protoétoile, un objet qu'on ne peut pas encore qualifier d'étoile à part entière, mais qu'on ne peut plus considérer comme un simple nuage de gaz. C'est en quelque sorte un bébé étoile, qui ne peut pas encore briller aussi intensément qu'une étoile mature, mais qui commence déjà à prendre progressivement des forces. Le processus de contraction continue de s'intensifier inexorablement. Lorsque la température au centre du nuage atteint un niveau suffisamment élevé, les atomes d'hydrogène commencent à se fusionner, formant des éléments plus lourds, et finalement le processus de fusion nucléaire se déclenche. C'est là le moment significatif où une nouvelle étoile commence à briller véritablement. À partir de cet instant, l'étoile naissante commence à émettre de la lumière et de la chaleur, et le nuage sombre de gaz et de poussière, qui était autrefois flou et désordonné, se transforme désormais en une sphère lumineuse, une étoile. L'ensemble de ce processus complexe, connu sous le nom d'effondrement gravitationnel, peut durer des millions d'années, mais sur cette toile de fond se déroule quelque chose de vraiment grandiose. Finalement,
Lorsque l'étoile est complètement formée, elle devient si brillante que son énergie commence à agir activement sur le nuage de gaz et de poussière qui l'entoure, le forçant à se disperser. Les particules de gaz et de poussière qui restent après la naissance de l'étoile commencent à se déplacer dans des directions différentes, et à un moment donné, elles peuvent former des planètes, des astéroïdes ou même de nouvelles étoiles dans d'autres parties du nuage. Ainsi, l'effondrement gravitationnel n'est pas simplement une compression de gaz. C'est le début d'un nouveau cycle qui mène à la création de nouveaux mondes. C'est un processus complexe dans lequel rien ne se perd, tout se transforme et au final, quelque chose de complètement nouveau apparaît. Ce processus est le fondement de la création non seulement des étoiles, mais aussi de toutes les planètes, des satellites et peut-être même de la vie. Dans cette danse complexe de milliards de particules qui se heurtent et s'attirent constamment les unes les autres, on peut voir toute l'immense puissance de la gravitation et son incroyable influence sur la structure de tout l'univers. Ainsi, du vide et du chaos, de la nébuleuse, surgit la lumière. C'est là le tout début d'une étoile, le commencement d'une nouvelle étape dans l'évolution d'un astre céleste. Après le début de l'effondrement gravitationnel au centre d'un nuage de gaz et de poussière, ces particules se sont comprimées et une proto-étoile est apparue à la lumière. Il s'agit d'un objet qui n'est pas encore devenu une étoile à part entière, mais qui possède déjà de nombreuses caractéristiques que nous associons habituellement aux étoiles, telles qu'une température élevée, une densité et une luminosité, bien que beaucoup plus faible que celle des étoiles matures. Une proto-étoile est en fait une jeune étoile au premier stade de son développement, qui n'a pas encore amorcé de réaction thermonucléaire, mais qui se prépare activement à les déclencher. Dès sa naissance, lorsque la masse de gaz et de poussière s'est comprimée en un point unique, la proto-étoile continue d'accumuler activement de la matière. Comme dans le cas de l'effondrement gravitationnel, la gravitation continue de jouer un rôle clé dans ce processus. Elle attire de nouvelles particules, ce qui force la proto-étoile à grandir et à augmenter en taille. Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'au centre de la proto-étoile, des conditions soient atteintes, telles que, enfin, la fusion thermonucléaire tant attendue puisse commencer. Cependant, même avant le début des réactions thermonucléaires, la proto-étoile manifeste déjà certaines caractéristiques intéressantes. Par exemple, elle commence à briller, bien que beaucoup plus faiblement qu'une étoile mature. La luminosité de la proto-étoile est due au fait que le gaz et la poussière, se comprimant en son centre, libèrent une grande quantité d'énergie, mais cette énergie ne se transforme pas encore en lumière, comme c'est le cas pour les étoiles matures. Tout cela se produit exclusivement grâce à la compression gravitationnelle. L'énergie libérée lors de ce processus chauffe le gaz jusqu'à plusieurs milliers de degrés Celsius, ce qui fait que la proto-étoile émet de la lumière, principalement dans la région infrarouge du spectre. Une autre caractéristique importante de la proto-étoile est sa température. À ce stade, la température au centre de la proto-étoile peut atteindre plusieurs millions de degrés Celsius. Cependant, pour déclencher une fusion thermonucléaire complète, un processus au cours duquel l'hydrogène se transforme en hélium avec la libération d'une énorme quantité d'énergie, il est nécessaire que la température au centre de l'étoile atteigne au moins 10 millions de degrés Celsius. Dans le même temps, la surface de la proto-étoile n'est pas aussi chaude que son centre. La température de son enveloppe extérieure peut être de l'ordre de 3 à 4 000 degrés Celsius. C'est encore insuffisant pour initier la fusion thermonucléaire, mais c'est tout à fait suffisant pour que la proto-étoile commence à émettre de la lumière dans le spectre visible. Cela crée une sorte d'équilibre instable, où l'étoile continue de croître et d'accumuler de la masse, mais sa luminosité reste relativement faible. Cependant, l'énergie libérée au centre de la proto-étoile n'y reste pas éternellement. Elle se déplace progressivement vers sa surface, et les particules de gaz, en s'élevant,
commencent à se refroidir. Cela crée une circulation particulière à l'intérieur de la protoétoile, connue sous le nom de convection. Sous l'effet de la convection, les particules de gaz chaudes montent vers les couches supérieures et les particules plus froides descendent, créant une sorte de cycle à l'intérieur de la protoétoile. Il est intéressant de noter que, pendant cette période, des disques protoplanétaires peuvent se former sur la partie extérieure de la protoétoile. Il s'agit d'amas de gaz et de poussière qui tournent autour de la protoétoile centrale. Ces disques peuvent être suffisamment denses pour que, dans des millions d'années, des planètes, des satellites et d'autres corps célestes commencent à se former à partir d'eux. Dans certains cas, les disques sont si grands qu'ils deviennent des sources de formation de systèmes planétaires entiers, comme par exemple dans le cas de notre nuage du système solaire, qui a donné naissance aux planètes, aux astéroïdes et aux comètes. Mais le plus important est que, pendant tout ce temps, la protoétoile n'émet toujours pas sa pleine luminosité. Les forces de gravitation continuent d'opérer inexorablement, et bien que la protoétoile émette déjà de la lumière et de la chaleur, le véritable éclat ne commencera que lorsque la température en son centre atteindra les valeurs nécessaires pour déclencher la fusion thermonucléaire. Cela peut prendre des millions d'années, et ce n'est qu'après cela que la protoétoile se transformera en une véritable étoile, comme notre Soleil, émettant de la lumière pendant des milliards d'années. À ce stade, à l'époque de la protoétoile, sa luminosité peut varier. Elle n'est pas encore stable, et sa luminosité peut changer périodiquement, car l'étoile ne s'est pas encore complètement stabilisée. Ces fluctuations temporaires sont liées au processus continu de croissance et d'absorption de gaz. L'absorption active de matière provenant du nuage de gaz et de poussière environnant est toujours en cours, ce qui continue d'avoir une influence significative sur son développement ultérieur. Lorsque les réactions thermonucléaires au centre de la protoétoile commenceront enfin, la protoétoile cessera de croître et de se comprimer, et sa pression interne et sa température atteindront des valeurs telles qu'elle deviendra une étoile à part entière. À ce moment-là, une stabilisation commencera au centre de l'étoile, et la fusion thermonucléaire de l'hydrogène en hélium assurera à l'étoile une vie longue et relativement paisible, pendant laquelle elle émettra de la lumière et de la chaleur de manière stable. Ainsi, une protoétoile n'est pas seulement un germe d'étoile, mais une véritable étape de transition qui dure des millions d'années. Il s'agit d'un processus complexe au cours duquel l'étoile prend progressivement de la force et augmente sa température, afin de devenir, au bout d'un certain temps, une source complète de lumière et d'énergie pour l'ensemble de son système planétaire. Elle continue de croître sans cesse, et chaque pas la rapproche de la transformation en un système stellaire complet, comme notre Soleil, au centre duquel la fusion thermonucléaire se produit en continu. Pendant la majeure partie de sa vie, une étoile se trouve dans une sorte d'âge d'or, une période stable et brillante que les scientifiques appellent la séquence principale. C'est le moment où l'étoile atteint un équilibre fragile entre la gravitation, qui cherche inexorablement à la comprimer, et l'énergie, naissant en son sein, qui cherche à la déchirer vers l'extérieur. Cette lutte subtile mais puissante se poursuit pendant des milliards d'années, et c'est elle qui transforme l'étoile en un véritable phare de l'univers. Au cœur même de l'étoile, une véritable magie cosmique se déroule. Là, la température atteint les 15 millions de degrés Celsius et la pression est si forte que les atomes d'hydrogène, qui dans des conditions normales ne se rapprocheraient jamais, commencent à fusionner, formant de l'hélium. Ce processus, connu sous le nom de fusion thermonucléaire, libère une énorme quantité d'énergie. Imaginez, chaque seconde, notre Soleil brûle des millions de tonnes d'hydrogène et tout cela se transforme en lumière et en chaleur que nous ressentons sur Terre. L'énergie, née dans le noyau, commence son long et sinueux chemin vers la surface de l'étoile. Mais ce n'est pas une simple promenade. À l'intérieur de l'étoile, la lumière se heurte constamment aux atomes de gaz,
rebondit sur eux, change à nouveau de direction. Cette danse chaotique des photons peut durer des milliers, voire des millions d'années, avant que la lumière ne parvienne à percer vers l'extérieur. Lorsque l'énergie atteint enfin les couches externes de l'étoile, elle passe dans une zone où d'énormes masses de plasma commencent à se mélanger activement. Imaginez des flux géants de gaz chaud qui montent, puis se refroidissent progressivement et replongent vers le bas, comme un océan éternel en ébullition. À la surface de l'étoile, que nous appelons la photosphère, se produisent d'étonnants phénomènes. La photosphère peut sembler lisse et brillante, mais si nous pouvions nous en approcher, nous verrions ce que l'on appelle la granulation. Des millions de minuscules cellules, semblables à des taches solaires, dont chacune a une taille comparable à celle d'une grande ville. La température à la surface de l'étoile varie en fonction de sa masse. Pour notre Soleil, elle avoisine les 5500 degrés Celsius, mais elle peut atteindre 30 000 degrés Celsius chez les géantes bleues massives. Le Soleil est notre étoile la plus proche, et il constitue un excellent exemple du fonctionnement des étoiles de la séquence principale. En l'étudiant, nous pouvons comprendre les processus qui se déroulent dans toute étoile de ce type, de sa naissance jusqu'au moment où elle épuise ses réserves de carburant. Examinons en détail le fonctionnement du Soleil à différents niveaux. Une fois que l'énergie sous forme de photons quitte le centre, elle doit traverser plusieurs couches avant d'atteindre la surface. À l'intérieur du Soleil, on distingue deux zones principales, la zone radiative et la zone convective. Dans la zone radiative, l'énergie se déplace sous forme de photons, mais le parcours de ces photons est extrêmement long et sinueux. Les photons solaires, nés au cœur même du Soleil, entrent constamment en collision avec les atomes de cette couche et changent de direction. Ces collisions entraînent un changement de direction du photon et son parcours devient totalement aléatoire. Ainsi, l'énergie qui quitte le noyau peut se déplacer à travers la zone radiative pendant des millions d'années avant d'atteindre les couches supérieures. Cette zone représente environ 70% du rayon total du Soleil. Lorsque l'énergie atteint les couches supérieures, elle pénètre dans la zone convective. C'est une région où se produit un brassage actif de la matière. Les masses de gaz chaud montent, tandis que les masses refroidies descendent. Cette circulation de la matière rappelle l'ébullition de l'eau dans une casserole. Le mouvement des gaz chauds transporte l'énergie vers la surface du Soleil, créant ainsi une granulation, de fines bulles à la surface de la photosphère, que nous pouvons observer sur les photographies du Soleil prises à l'aide de télescopes. Lorsque l'énergie atteint la photosphère, la surface visible du Soleil, elle est émise dans l'espace environnant. La photosphère du Soleil est la couche dans laquelle la lumière devient visible pour nous. La température de la photosphère est d'environ 5500 degrés Celsius. C'est précisément à cette température que le Soleil commence à émettre de la lumière visible. La surface du Soleil n'est pas lisse, mais recouverte de granules, des bulles de plasma chaud qui montent et se refroidissent continuellement. Ces granules peuvent atteindre un diamètre de plusieurs milliers de kilomètres, et leur mouvement constant crée une structure caractéristique que nous percevons comme une texture particulière sur les photographies du Soleil. Les granules ont une température très élevée, d'environ 6000 degrés Celsius, et elles flottent sur une enveloppe plus froide, dont la température est d'environ 4500 degrés Celsius. Le champ magnétique puissant du Soleil est un élément tout aussi important de son fonctionnement. À l'intérieur du Soleil, il y a un mouvement continu de particules de plasma conductrices, créant des flux magnétiques complexes. Ce champ magnétique contrôle de nombreux phénomènes que nous observons à la surface du Soleil, notamment les taches solaires, les éruptions solaires et les éjections de masse coronale. Les taches solaires sont des zones de la photosphère où le champ magnétique perturbe le processus de convection normale et entraîne une baisse de la température. Ces taches apparaissent plus sombres parce qu'elles sont plus froides que le reste de la surface du Soleil. Dans la région des taches solaires,
la température peut être inférieure de plusieurs milliers de degrés à celle des zones environnantes. Les éruptions solaires sont de puissantes bouffées d'énergie qui se produisent en raison de réorganisation et de changements brusques dans le champ magnétique du Soleil. Ces éruptions peuvent projeter d'énormes quantités de plasma et d'énergie magnétique dans l'espace, et elles sont capables d'affecter les communications radio et les systèmes de navigation sur Terre. De plus, les éruptions solaires peuvent également perturber le fonctionnement normal des satellites artificiels de la Terre. Quant aux éjections de masse coronale, ce sont des éjections encore plus puissantes et massives qui projettent dans l'espace d'énormes nuages de plasma constitués d'électrons et d'ions. Ces éjections peuvent atteindre des milliards de tonnes de matière et accélérer jusqu'à des vitesses proches de celles de la lumière. Elles peuvent atteindre la Terre et provoquer des phénomènes aussi spectaculaires que les aurores boréales. La luminosité du Soleil, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il émet par unité de temps, est une énergie colossale, et elle est le résultat des réactions thermonucléaires qui se produisent continuellement au cœur même du Soleil. En mesurant la luminosité du Soleil, les scientifiques peuvent calculer sa masse et d'autres paramètres importants. La température du Soleil dans la photosphère, comme nous l'avons déjà mentionné, est d'environ 5500 degrés Celsius. Cependant, la température de sa couronne, la région la plus externe de l'atmosphère du Soleil, peut atteindre plusieurs millions de degrés Celsius. Ce phénomène, où la partie externe d'une étoile s'avère beaucoup plus chaude que sa surface, reste encore l'une des énigmes non résolues de l'astrophysique. L'une des principales théories suggère que la température élevée de la couronne pourrait être liée au magnétisme. Les champs magnétiques du Soleil peuvent transporter l'énergie de ses couches internes, chauffant efficacement la couronne. Le Soleil se trouve sur la séquence principale depuis environ 4,5 milliards d'années et continuera son chemin stable pendant encore environ 5 milliards d'années. Pendant ce temps, il brûle continuellement de l'hydrogène, le transformant en hélium, et émet une énorme quantité d'énergie, soutenant ainsi la vie sur Terre. Néanmoins, tôt ou tard, le Soleil épuisera ses réserves d'hydrogène. Lorsque cela se produira, il commencera à se transformer en géante rouge, et ses dimensions augmenteront considérablement, engloutissant les planètes les plus proches, dont Mercure et Vénus. Ce processus est la fin inévitable de la vie d'une étoile sur la séquence principale. Cependant, malgré l'inéluctabilité de son vieillissement, le Soleil continue de soutenir la vie sur Terre en nous fournissant la lumière et la chaleur et en étant un élément essentiel du système solaire. Grâce à lui, nous comprenons le fonctionnement des étoiles et nous pouvons explorer d'autres étoiles de notre galaxie en comparant leur cycle de vie à celui de notre Soleil. Après avoir terminé l'étude de la vie de notre Soleil, penchons-nous sur la manière dont il s'inscrit dans le contexte plus large de l'univers parmi les autres étoiles. Car le Soleil est loin d'être la seule étoile qui existe dans notre galaxie. Il existe différents types d'étoiles, et chaque type a ses particularités, qui sont déterminées par sa masse, sa température et d'autres caractéristiques importantes. Dans cette partie, nous examinerons en détail les types d'étoiles que l'on peut rencontrer dans notre galaxie. Des étoiles bleues géantes et chaudes aux naines rouges, plus calmes mais plus nombreuses. Nous examinerons leur taille, leur luminosité, leur comportement et même la façon dont elles deviennent partie intégrante du cycle de vie cosmique. L'un des types d'étoiles les plus impressionnants est celui des géantes et des supergéantes. Ces étoiles peuvent être des dizaines, voire des centaines de fois plus grandes que notre Soleil. Malgré leur masse et leur taille énormes, elles ont une durée de vie beaucoup plus courte. Un exemple d'une telle étoile est Aldébaran, une géante rouge de la constellation du Taureau. Si Aldébaran se trouvait à la place de notre Soleil, ses couches externes engloberaient l'orbite de la Terre, et sa luminosité serait 1000 fois plus intense que celle de notre Soleil. La température de sa surface est d'environ 4000 degrés Celsius,
ce qui est considérablement inférieur à la température du Soleil, et c'est pourquoi elle émet de la lumière dans la partie rouge du spectre. Mais parmi les géantes, il n'y a pas que des étoiles rouges. Il existe également toute une classe d'étoiles connues sous le nom de géantes bleues, qui, malgré leur taille impressionnante, ont une température et une luminosité beaucoup plus élevées. Ces étoiles peuvent être 50 fois plus massives que notre Soleil. La luminosité de ces étoiles est des dizaines de milliers de fois supérieure à celle du Soleil, et leur température peut atteindre 20 à 30 000 degrés Celsius. Elles sont incroyablement chaudes et émettent de la lumière principalement dans la partie bleue du spectre. Cependant, malgré leur éclat éblouissant, les géantes bleues sont des étoiles dont le cycle de vie est très court. En raison de la consommation extrêmement rapide de leur combustible nucléaire, elles ne vivent que quelques millions d'années, ce qui est une durée insignifiante pour des étoiles. Les étoiles bleues, ou géantes bleues, sont parmi les étoiles les plus brillantes et les plus chaudes que l'on puisse rencontrer dans notre univers. Ces étoiles ont une masse qui dépasse celle du Soleil de 10 à 50 fois. La température de leur surface peut atteindre 20 à 30 000 degrés Celsius, ce qui est plusieurs fois supérieur à la température de la surface de notre Soleil. En raison de leur température extrêmement élevée, les étoiles bleues émettent de la lumière principalement dans la partie bleue du spectre, ce qui les distingue considérablement des autres types d'étoiles, comme notre Soleil, qui émettent une lumière avec une teinte jaunâtre. Un exemple frappant de géante bleue est l'étoile Régulus, située dans la constellation du Lion. Elle est l'étoile la plus brillante de cette constellation et est beaucoup plus brillante que notre Soleil. Les géantes bleues ont généralement un cycle de vie très court, et leur vie ne peut durer que quelques millions d'années. Cela est dû au fait que les étoiles bleues consomment leur combustible nucléaire beaucoup plus rapidement que les étoiles moins massives. Lorsque les étoiles géantes et supergéantes épuisent leurs réserves de combustible nucléaire, elles commencent à se dilater et finissent par se transformer en géantes rouges. À la toute fin de leur vie, ces étoiles explosent sous forme de supernovas magnifiques, après quoi elles laissent derrière elles des étoiles à neutrons, voire des trous noirs. L'un des types d'étoiles les plus courants dans notre galaxie est celui des naines rouges. Ces étoiles sont si nombreuses qu'elles représentent environ 70% du nombre total d'étoiles de notre galaxie. Les naines rouges sont des étoiles dont la masse est de 10 à 50 fois inférieure à celle du Soleil et dont la luminosité est des centaines de fois plus faible. La température de leur surface est de 3 à 4 000 degrés Celsius, ce qui les rend rouges et sombres. Malgré cela, les naines rouges sont incroyablement importantes pour la science, car leurs cycles de vie peuvent durer des billions d'années, ce qui est beaucoup plus long que la vie des étoiles plus massives. En raison de leur faible luminosité, les naines rouges sont difficiles à voir à l'œil nu. Elles n'émettent pas une lumière éclatante, mais leur longévité leur permet de vivre bien plus longtemps que les étoiles plus grandes et plus brillantes. Certaines peuvent exister jusqu'à 100 000 milliards d'années, une durée bien supérieure à l'existence de notre système solaire et des étoiles semblables à notre Soleil. Un des exemples les plus frappants de naines rouges est Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous après le Soleil. Elle se trouve à seulement 4 années et demie-lumière, mais malgré sa proximité, sa lumière est trop faible pour être visible à l'œil nu. La taille et la luminosité d'une étoile sont directement liées à sa masse. Ce sont des paramètres essentiels qui déterminent l'évolution future de l'étoile. Par exemple, les étoiles dont la masse est supérieure à 8 fois celle du Soleil se transforment en supernovas à la fin de leur vie, tandis que les étoiles moins massives ont tendance à finir leur existence sous forme de naines blanches. La luminosité d'une étoile dépend de sa température et de sa taille. Les étoiles plus massives, comme les géantes et les supergéantes, émettent beaucoup plus de lumière que les étoiles de plus faible masse. Cela s'explique par le fait que ces étoiles ont une température plus élevée et des enveloppes externes plus larges.
Les étoiles comme notre Soleil ont une durée de vie moyenne d'environ 10 milliards d'années. Cependant, les étoiles dont la masse est bien supérieure à celle du Soleil vivent beaucoup moins longtemps, seulement quelques millions d'années. Les étoiles de plus faible masse, en revanche, peuvent vivre beaucoup plus longtemps, même des milliers de milliards d'années. Maintenant que nous avons examiné la vie des étoiles et leurs différents types, penchons-nous sur le cœur même d'une étoile, sur le processus qui permet réellement à une étoile d'exister et de briller. Il s'agit de la fusion nucléaire, ce processus magique grâce auquel les étoiles émettent de la lumière et de la chaleur. La fusion nucléaire est un processus par lequel les noyaux atomiques fusionnent pour former des éléments plus lourds, libérant ainsi une quantité énorme d'énergie. C'est précisément ce qui se passe au cœur des étoiles. Au centre d'une jeune étoile, comme notre Soleil, la principale réaction de fusion est la transformation de l'hydrogène en hélium. Ces réactions se produisent dans ce que l'on appelle le cycle proton-proton, où les noyaux d'hydrogène ou protons entrent en collision, surmontant la répulsion électrique grâce à la pression et à la température colossale au centre de l'étoile. Au cours de ce processus, deux protons fusionnent pour former un deutéron, un isotope nucléaire de l'hydrogène, avec un proton et un neutron. Ensuite, le deutéron capture un autre proton, formant un isotope de l'hélium. Finalement, deux isotopes de l'hélium fusionnent pour former de l'hélium stable et libérer deux protons. Cette réaction libère une énorme quantité d'énergie sous forme de photons qui se propagent vers l'extérieur, et c'est cette chaleur et cette lumière que nous ressentons comme la luminosité de l'étoile. Cependant, aussi puissante que soit la transformation de l'hydrogène en hélium, elle ne peut pas durer éternellement. Progressivement, l'hydrogène au centre de l'étoile s'épuise et le processus de fusion d'éléments plus lourds commence, à commencer par le carbone, l'azote et l'oxygène. Lorsque l'étoile épuise ses réserves d'hydrogène dans son noyau, elle commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité et la température au centre commence à augmenter. Lorsque la température atteint environ 100 millions de degrés Celsius, le processus de fusion du carbone et de l'oxygène commence dans le cadre de ce que l'on appelle le cycle carbone-azote-oxygène. Dans ce processus, le carbone, l'azote et l'oxygène servent de catalyseurs pour la fusion de l'hydrogène en hélium. Contrairement au cycle proton-proton, ce processus nécessite des températures beaucoup plus élevées et se déroule principalement dans les étoiles plus massives que notre Soleil. Avec l'augmentation de la masse de l'étoile, elle commence à passer à la fusion d'éléments encore plus lourds. Pour les étoiles dont la masse est supérieure à environ 8 fois celle du Soleil, les réactions de fusion du carbone, du néon, du magnésium et de l'oxygène commencent à s'activer. Il s'agit de réactions plus complexes qui se produisent à des températures de l'ordre de 500 millions de degrés Celsius. C'est dans ces étoiles que se forment des éléments tels que le silicium, le soufre et d'autres éléments plus lourds qui fusionnent également lors de réactions thermonucléaires. Les étoiles avec des températures et des pressions aussi élevées peuvent synthétiser les éléments qui forment la base de tout le monde terrestre, comme le fer et le nickel. Mais le processus de synthèse ne s'arrête pas là. Cependant, bien que les étoiles puissent créer des éléments de plus en plus lourds, le processus de synthèse du fer dans une étoile a sa propre particularité. Lorsque la température et la pression dans une étoile deviennent suffisamment élevées pour la synthèse du fer, soit environ 2 milliards de degrés Celsius, les réactions de synthèse commencent à se comporter différemment. Le fer et le nickel sont les éléments dont la structure nucléaire est la plus stable. L'énergie libérée lors de la formation du fer est bien inférieure à celle libérée lors de la synthèse d'éléments plus légers. Les étoiles dont la masse est plusieurs fois supérieure à celle du Soleil ne peuvent plus maintenir les réactions thermonucléaires après la synthèse du fer. Cela conduit à une réaction en chaîne de destruction dans l'étoile.
Du fer s'accumule en son centre et à un moment donné, cela conduit à une explosion catastrophique de supernova. Au moment de l'explosion de la supernova, la température dans l'étoile peut atteindre des milliers de milliards de degrés Celsius, et c'est alors que des éléments super lourds, tels que l'or, le platine et l'uranium, sont synthétisés. Il s'agit d'un processus complexe qui, en fin de compte, enrichit l'espace cosmique en éléments lourds, à partir desquels se forment ensuite de nouvelles étoiles, des planètes et peut-être même la vie. Penchons-nous maintenant sur le dernier acte de la vie d'une étoile, qui est plein de grandeur et de beauté, bien que l'étoile soit déjà au crépuscule de sa vie. Lorsqu'une étoile comme notre Soleil approche de la fin de sa vie, sa fin ne sera pas aussi dramatique et puissante que celle des étoiles plus massives, qui finissent leur vie par des explosions colossales de supernovas. Au contraire, les petites étoiles disparaissent doucement, mais magnifiquement. Au lieu d'éclairs lumineux et de cataclysmes destructeurs, elles deviennent des sources d'objets cosmiques étonnants qui brilleront encore longtemps, laissant derrière elles une beauté inimaginable. Lorsqu'une étoile épuise son combustible nucléaire, les réactions thermonucléaires cessent de se produire en son centre. Dans le cas d'une étoile de petite ou moyenne taille, son noyau commence à se contracter et ses couches externes à se dilater. Lorsque l'hydrogène dans son noyau est épuisé, l'étoile commence à traverser une période où elle perd progressivement ses couches externes, les éjectant dans l'espace cosmique. Ce processus s'accompagne de l'émission de nuages de gaz brillants et colorés, formant ce que l'on appelle une nébuleuse planétaire. Ne vous inquiétez pas, les étoiles ne se transforment pas en planètes, malgré ce nom. Une nébuleuse planétaire est un nuage de gaz et de poussière brillants qui s'illumine lorsque son étoile centrale continue de briller. La nébuleuse elle-même peut prendre des formes et des couleurs très variées, allant du vert et du rouge, éclatant au violet et même au bleu. Ces couleurs dépendent des éléments chimiques présents dans le gaz éjecté. Par exemple, la couleur rouge apparaît lorsque de l'hydrogène est présent dans la nébuleuse, et la couleur verte lorsqu'elle contient de l'oxygène. Les nébuleuses planétaires ne sont pas seulement des objets brillants, mais aussi mystérieux. Elles ont souvent la forme d'une bulle ou d'un anneau, ce qui leur donne un aspect véritablement cosmique et extraterrestre. Leur découverte n'a été possible qu'au XIXe siècle, lorsque les astronomes ont commencé à observer que certaines étoiles, à certains stades de leur vie, commençaient à s'entourer de telles enveloppes gazeuses. Et bien que le nom de planétaire puisse prêter à confusion, il n'a rien à voir avec les planètes. Il reflète plutôt la forme de la nébuleuse qui, au premier stade de l'observation, rappelait vaguement aux astronomes les planètes visibles au télescope. Mais le plus étonnant commence après que les couches externes de l'étoile l'ont quittée. Au centre même, il reste un noyau qui ne supporte plus les réactions thermonucléaires. Ce noyau, qui a survécu à tant de changements et traversé de nombreux cycles de réactions thermonucléaires, devient une naine blanche. Une naine blanche est une étoile qui ne brille plus aussi fort qu'avant. Toutes ces réactions thermonucléaires cessent, et ces forces de gravité internes commencent à se contracter, mais pas au point de provoquer une explosion. La température d'une naine blanche peut atteindre des dizaines de milliers de degrés Celsius, mais malgré cela, l'étoile n'émet plus de lumière comme dans sa jeunesse. Elle se refroidit progressivement et sa luminosité diminue. Mais une naine blanche reste l'un des objets les plus stables de l'univers. Elle s'éteindra et se refroidira lentement pendant des milliards d'années, jusqu'à ce qu'elle se transforme en naine noire, une étoile qui n'émet plus de lumière et dont la température tend vers le zéro absolu. Cela peut sembler un peu triste, mais il y a quelque chose de majestueux dans ce processus. Les naines blanches sont des étoiles défuntes qui suivent tranquillement, mais sûrement, leur destin tracé. Elles conservent leur présence dans l'espace, restant pratiquement invisibles à l'œil nu, mais, à un moment donné, si nous pouvions les observer assez longtemps, une naine blanche deviendrait un monument cosmique, nous rappelant son passé stellaire. Et voilà. Même lorsqu'une étoile s'éteint doucement,
elles laissent derrière elles des traces incroyables. Les nébuleuses planétaires, entourées de gaz et de poussière, continuent de briller de couleurs vives, comme un rappel de sa grandeur passée. Et les naines blanches, qui étaient autrefois des étoiles flamboyantes, deviennent de mystérieux obélisques cosmiques s'en allant dans l'éternité. Elles s'en vont doucement, mais magnifiquement. Ce ne sont pas de simples belles paroles, mais une description réelle de la façon dont les étoiles terminent leur cycle de vie, laissant derrière elles des traces qui existeront encore longtemps, rappelant à tout leur existence courte, mais brillante dans les vastes étendues de l'univers. Lorsqu'une étoile massive approche de la fin de sa vie, son destin se transforme en un spectacle grandiose et dramatique qui se joue sur l'immense scène cosmique. L'explosion d'une supernova est un événement d'une force incroyable, mais son issue n'est pas toujours la même. Ce qui reste après l'explosion d'une étoile dépend directement de sa masse. C'est la masse qui détermine si une étoile deviendra une mystérieuse étoile à neutrons ou sombrera dans les ténèbres en se transformant en trou noir. Mais voyons comment tout cela fonctionne. Tout commence lorsqu'une étoile massive, bien plus grande que notre Soleil, au moins 8 à 10 fois plus massive, épuise ses réserves de combustible nucléaire dans son noyau. Tout au long de sa vie, l'étoile a brûlé, synthétisant des éléments à partir d'hydrogène et d'hélium. Mais à la fin de sa vie, la température en son sein devient si élevée que des éléments de plus en plus lourds commencent à se former. Carbone, oxygène, silicium et enfin fer. Le fer devient un tournant dans la vie d'une étoile. C'est un élément qui ne libère pas d'énergie lors de la synthèse, mais au contraire, l'absorbe activement. Lorsque le noyau de l'étoile se remplit de fer, il n'est plus capable de résister à sa propre gravité. Un effondrement, ou compression, rapide commence. Le noyau de l'étoile s'effondre en une fraction de seconde. La température monte en flèche jusqu'à des dizaines de milliards de degrés, et les forces gravitationnelles deviennent tout simplement écrasantes. Si la masse du noyau ne dépasse pas une limite critique, environ 1,5 fois la masse du Soleil, connue sous le nom de limite de Chandrasekhar, alors il arrête sa contraction grâce à la pression de dégénérescence des neutrons. C'est ainsi que naît une étoile à neutrons. Mais si la masse du noyau dépasse cette limite de 2 ou 3 masses solaires, les neutrons ne peuvent plus supporter la pression colossale de la gravité. Dans ce cas, le noyau continue de se contracter, et l'étoile finit par se transformer en trou noir. Examinons ce qu'est une étoile à neutrons. C'est un objet minuscule, mais incroyablement dense. Pour imaginer sa densité, pensez à ceci. Une seule cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait autant qu'un massif montagneux, soit environ 10 milliards de tonnes. Avec un diamètre d'à peine 20 km, ces étoiles sont plus compactes que de nombreuses villes sur Terre. Dans cette petite sphère cosmique, les neutrons, les particules qui composent les noyaux des atomes, sont tassés comme dans une foule incroyablement dense où personne ne peut bouger. Ils sont maintenus ensemble grâce à ce que l'on appelle la pression de dégénérescence des neutrons, qui empêche l'effondrement ultérieur de l'étoile. C'est un phénomène physique unique, l'un des aspects les plus étonnants de la mécanique quantique, qui rend les étoiles à neutrons possibles en principe. Mais les étoiles à neutrons ne sont pas seulement étonnantes en raison de leur densité incroyable. Elles possèdent l'un des champs magnétiques les plus puissants de l'univers, qui peut être des milliards de fois plus puissant que le champ magnétique de la Terre. Ces puissantes forces magnétiques engendrent des phénomènes inhabituels et intéressants. Par exemple, certaines étoiles à neutrons deviennent des pulsars. Ces étoiles tournent à une vitesse incroyable, projetant dans l'espace de puissants rayons d'ondes radio. Lorsque ce faisceau traverse la Terre, nous le voyons comme une impulsion de lumière régulière, comme le clignotement d'un phare dans la nuit. Parfois, le champ magnétique d'une étoile à neutrons est si puissant qu'il la transforme en magnétar. Ces objets rares peuvent produire des éruptions d'énergie catastrophiques, comparables aux explosions les plus puissantes qui existent dans l'univers.
Cependant, si la masse du noyau de l'étoile dépasse 3 masses solaires, aucune force ne peut plus retenir son effondrement. Elle continue de se contracter jusqu'à la formation d'un trou noir, un objet dont la gravité est si forte que même la lumière ne peut échapper à son attraction. Toute la matière de l'étoile s'effondre en un point minuscule appelé singularité. C'est un endroit où la densité devient infinie et où les lois de la physique que nous connaissons cessent de fonctionner. Les trous noirs sont les objets les plus mystérieux et les plus étonnants de l'univers. Leur nom inspire la crainte, et leur nature reste l'une des énigmes les plus fascinantes pour les scientifiques. Imaginez un endroit où la gravité devient si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. C'est un trou noir, né de la mort d'une étoile massive et l'une des forces les plus puissantes du cosmos. Lorsqu'une étoile dont la masse dépasse de 20 à 30 fois celle du Soleil épuise son combustible pour la fusion thermonucléaire, son noyau devient instable. La gravité, qui était auparavant équilibrée par la forte pression du rayonnement, commence à l'emporter. Le noyau s'effondre, se contractant en un point d'une taille incroyablement réduite, appelé singularité. En ce point, la densité devient infinie et les lois habituelles de la physique cessent de s'appliquer. C'est un lieu hors du temps et de l'espace, où les notions d'avant et d'après perdent tout simplement leur sens. Un trou noir est entouré d'un horizon des événements, une frontière invisible à travers laquelle rien ne peut revenir en arrière. C'est comme une cascade dans une rivière. Vous pouvez nager jusqu'à un certain point, mais une fois la frontière franchie, vous ne pouvez plus éviter la chute. L'horizon des événements d'un trou noir est cette cascade, où la gravité devient toute puissante. La taille de l'horizon des événements dépend directement de la masse du trou noir. Pour un trou noir stellaire, formé à partir d'une étoile massive, le rayon de l'horizon des événements peut n'être que de quelques kilomètres. Cependant, pour les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies, ce rayon peut atteindre des millions, voire des milliards de kilomètres. Par exemple, le rayon de l'horizon des événements du trou noir au centre de notre galaxie, Sagittaire A, est d'environ 17 rayons solaires et sa masse dépasse 4 millions de masses solaires. Mais un trou noir n'est pas seulement un vide. Autour de lui se forme souvent un disque d'accrétion de matière absorbée. Il s'agit d'un disque de gaz, de poussière, de débris stellaires et même d'étoiles entières qui se sont retrouvées trop près du trou noir. Cette matière est chauffée à des températures extrêmes, atteignant des millions de degrés Celsius, et commence à émettre de puissants flux de lumière et de rayons X. C'est grâce à ce rayonnement que les scientifiques peuvent voir les trous noirs, bien qu'ils restent invisibles eux-mêmes. Si la matière du disque d'accrétion tombe sur le trou noir de manière irrégulière, des jets peuvent se former, de puissants jets de plasma éjectés des pôles du trou noir à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces jets peuvent percer l'espace intergalactique sur des millions d'années-lumière, devenant des sortes de phares pour les astronomes. Il existe différents types de trous noirs. Les trous noirs stellaires se forment à partir d'étoiles, et leur masse peut varier de quelques masses solaires à des dizaines de masses solaires. Les trous noirs intermédiaires, d'une masse de centaines ou de milliers de soleils, sont plus rares, mais ils jouent probablement un rôle important dans la formation d'objets plus grands. Enfin, les trous noirs supermassifs, situés au centre de la plupart des galaxies, ont des masses des millions ou des milliards de fois supérieures à celles du Soleil. Par exemple, au centre de la galaxie M87 se trouve l'un des trous noirs les plus massifs connus, dont la masse atteint 6 milliards et demi de masse solaire. Fait intéressant, les trous noirs ne sont pas du tout des aspirateurs cosmiques, comme beaucoup le pensent. Si le Soleil se transformait comme par magie en un trou noir de la même masse, la Terre continuerait de tourner autour de lui comme avant. Cependant, pour les objets qui s'en approchent de trop près, sa puissance gravitationnelle devient catastrophique. Les trous noirs jouent également un rôle essentiel dans la formation de l'univers. Ils aident à former les galaxies,
régulent la formation d'étoiles et participent à la redistribution de l'énergie et de la matière. Leurs ondes gravitationnelles, causées par la fusion de trous noirs, ont déjà été détectées par les scientifiques et nous donnent une nouvelle façon d'entendre l'univers. Et bien que ces objets semblent être la fin absolue, ils sont le début de quelque chose de complètement nouveau. La matière absorbée par un trou noir ne disparaît pas sans laisser de traces, mais fait partie d'un cycle cosmique grandiose, influençant peut-être la formation de futures étoiles et galaxies. Les trous noirs sont de véritables alchimistes cosmiques qui réécrivent les lois de la nature que nous connaissons et continuent d'inspirer les scientifiques à faire de nouvelles découvertes. Ainsi, notre odyssée stellaire touche à sa fin logique. Nous avons parcouru un long chemin depuis la naissance des étoiles dans denses nébuleuses de gaz et de poussière jusqu'à leur grandiose achèvement, qu'il s'agisse de la disparition silencieuse d'une naine blanche, d'un éblouissant éclair de supernova ou de la formation d'un mystérieux trou noir. Chaque étoile est un petit univers qui porte en lui l'histoire de sa vie et a un impact significatif sur l'espace cosmique qui l'entoure. Les étoiles ne sont pas simplement des lueurs lointaines qui scintillent dans le ciel nocturne. Elles sont de généreuses sources de lumière et de chaleur, les créatrices des éléments qui composent absolument tout autour de nous, y compris nous-mêmes. Chaque goutte de fer dans notre sang, chaque atome de calcium dans nos os est, en substance, un cadeau d'étoiles lointaines qui ont achevé leur cycle de vie il y a des milliards d'années. Et bien qu'il puisse nous sembler que les étoiles sont éternelles, leur vie, comme la nôtre, est limitée dans le temps. Mais c'est précisément dans cette limite que réside leur véritable grandeur. Elles transforment leur énergie, leur lumière en création, rendant l'univers tel que nous le connaissons et l'aimons. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'un spectacle cosmique fascinant. C'est un immense livre écrit par des milliards d'étoiles, et chaque page de ce livre recèle le secret de la naissance, de la vie et de la mort de ces lointains luminaires. Et, peut-être, quelque part là-bas, dans les vastes étendues du cosmos, une nouvelle étoile naît en ce moment même qui illuminera un jour notre chemin.